Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'ouverture de la troisième session d'automne de la troisième année du mandat du gouvernement actuel a été marquée par le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, un discours où le souverain a mis en avant les fondements et les valeurs qui fédère les Marocains et qui façonne l'identité de toute une nation. Un discours feuille de route qui oriente et jette les bases d'une politique publique basée sur la cohésion sociale et le soutien aux plus démunis en annonçant le lancement imminent du programme d'aide directe qui seront élargis sur de nouvelles catégories de bénéficiaires. Cette session sera entre autres marquée par la présentation du bilan d'étape de l'action gouvernementale conformément aux dispositions de la Constitution. Une rentrée parlementaire qui intervient dans une conjoncture nationale et internationale exceptionnelle. Quel bilan du gouvernement actuel et quelles seront les priorités des chantiers et les textes de loi prioritaires de cette session avec notre invité d'aujourd'hui, Adnan Debbar, analyste et politologue. Nous allons revenir sur les dossiers chauds de cette session et les défis auxquels doit faire face le gouvernement Arnouch. Adnan Debbar, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, que faut-il, Adnan Debbar, retenir principalement du discours royal, qui est un discours marquant lors de l'ouverture de cette session parlementaire? Je dirais que absolument, c'est un discours marquant par son contenu et parce qu'il a amené de nouveau. Il a amené plusieurs nouveautés dans la mesure où, pour la première fois, il y a eu une tentative où il y a proposition de définition des facteurs constitutifs de l'identité marocaine ou ce que Sa Majesté a appelé l'âme marocaine. Auparavant, dans la Constitution de 2011, on avait défini les affluents de l'identité marocaine. L'identité marocaine est arabo-amazigh, elle est andalouse, juive et hassani. C'est des affluents. Oui. Maintenant, ces affluents versent dans un réceptacle, et ce réceptacle, quelles sont les composantes qui le constituent? Sa Majesté en a proposé 3, ou il a défini 3, c'est-à-dire bien sûr la dimension spirituelle et religieuse, la dimension politique et nationale, c'est-à-dire la commanderie des croyants et notre attachement à notre unité territoriale et à notre identité, et en troisième lieu, bien sûr, la dimension inclusive et de solidarité de la société marocaine. Ces 3 composantes ont fait ce que le Maroc est, c'est-à-dire l'exception marocaine, ou ce que d'autres historiens qui attendaient ce discours dans l'histoire des idées politiques au Maroc, des historiens étrangers et nationaux, parce qu'il y avait un vide sur la définition de cette identité. Maintenant, ce vide est comblé. Et ils disaient, vous prétendez à une spécificité dans l'espace arabo-méditerranéen. Quelle est cette spécificité? Maintenant, nous savons, voilà la spécificité de l'identité marocaine. Pourquoi ce Maroc réagit comme ça quand il y a des difficultés? Pourquoi cette capacité de résilience, cet optimisme de la volonté de ce peuple? Tout ça, c'est des questions auxquelles une partie, la première partie très importante du discours, a essayé de répondre. En allant vers la deuxième partie qui, certes, il y a solidarité et il y a inclusion et il faut la transformer dans les réalités. Dans les réalités en préservant une institution qui est très importante dans la modernité marocaine, mais pas la modernité au sens copier-coller, mais la modernité marocaine, c'est-à-dire une modernité qu'on pourrait dire pratique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire très attachée à nos fondamentaux. C'est la famille. La famille, et au-delà de la famille, notre capacité à préserver notre société la cohésion familiale, créant une cohésion et une protection sociale. Justement, c'est un discours avec beaucoup de profondeur, mais aussi c'est un discours de l'avenir, parce que c'est une feuille de route. Quand il parle de cohésion sociale, quand il parle d'élargir justement les allocations. Et puis avec là, il faut travailler sur le registre social unifié. C'est une feuille de route pour le gouvernement. Ils n'ont plus qu'à se retrousser les manches, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un autre volet qui est le volet d'une monarchie qui est à la fois visionnaire, mais qui n'hésite pas à un certain moment à vouloir dire à l'exécutif il faut essayer d'avoir les bonnes approches et les bonnes méthodes.
Et aussi, et c'est une caractéristique maintenant qui apparaît de plus en plus importante, déterminer des échéances. Fin 2023, nécessité d'aller de l'avant. On a vu avec le code de la famille, des 6 mois. Tout à fait. Essayons de travailler en respectant un timing. C'est la modernité. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, vous avez des chantiers, il faut travailler sans limite de temps, ni d'espace, ni de propositions. Et là, Sa Majesté a donné un certain nombre d'échéances et a donné aussi la méthode à suivre, une méthode moderne qui est celle d'une gouvernance moderne, à savoir ciblage, essayant de faire en sorte que les problématiques soient bien posées, qu'il y ait à la fin une évaluation d'étape aussi des différents projets. Bref, que la démarche soit une démarche moderne et que le gouvernement se mette à l'œuvre, parce que il y a, et c'est apparu, parce que Sa Majesté a commencé avec ça, bien sûr, tout le monde, et en premier lieu le roi, a été marqué par le séisme de Marrakech, qui bien certes du Grand Atlas, est une terrible épreuve pour nous. De l'Atlas, parce qu'à un moment on a... C'est-à-dire de l'Atlas, mais une terrible épreuve pour nous, et qui a aussi démontré que nous avons une capacité de résilience et de solidarité. De rebondir après les crises, à travers, bien sûr, le fameux plan de mise à niveau de la montagne, plan ambitieux s'il en faut, et à travers la solidarité exprimée par la société civile qui a été remerciée au passage. Vous avez parlé, Adnan Dbar, de cette gestion moderne, de l'efficience que doit avoir le gouvernement, du respect de l'échéancier. Là, cette session, il y aura la présentation du bilan d'étape. Quelle lecture faites-vous du bilan d'étape du gouvernement Akhnouch ? Si nous voulons parler de bilan d'étape... Il y a tellement de chantiers. Au-delà du chantier, je vais y revenir si vous le permettez, puisque vous parlez de bilan d'étape, vous posez la problématique ou le questionnement sur le bilan d'étape. Bilan d'étape, oui, mais à partir de quels objectifs de départ ? Quels ont été les objectifs de départ ? Normalement, si les objectifs de départ étaient ce que j'ai retenu moi, c'était les objectifs du nouveau modèle de développement, c'est-à-dire un taux de croissance situé entre 6 et 7%. Bon, il y a eu la sécheresse, il y a un certain nombre d'aléas. Le gouvernement a dit que... Nouvel ordre mondial, les guerres... Il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a le Covid, un certain nombre de choses. Le Covid, c'est avant. C'était avant. Mais la répercussion... Disons aussi le Covid. Bref, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de facteurs inhibants, mais qui font que, ce bilan d'étape, nous nous retrouvons avec un taux de croissance réalisé de la moitié. Bon, Dieu merci, c'est la moitié et pas moins. Maintenant, que propose le gouvernement ? D'abord, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, Madame Droury, en vous disant que, d'un point de vue de l'historien, ce gouvernement a une grande chance. Vous savez pourquoi ? Parce que Sa Majesté a mis à sa disposition, dans la dynamique qui est la sienne de son règne, à son honneur, c'est une grande chance de devoir ou d'avoir la possibilité de traiter une multitude de chantiers nouveaux pour la société marocaine. Que ce soit le chantier de la protection sociale, le chantier de la reconstruction de la montagne, le chantier de développement du Sahara, encore d'autres chantiers que nous pouvons énumérer et qui sont multiples. Le code de la famille, le code de procédure l'organisation pénale, de la Coupe du Monde, un événement. Et cerise sur le gâteau, maintenant, grâce à notre soft power et à notre aura internationale, nous avons eu quand même la chance de pouvoir être co-organisateur d'une manifestation mondiale. Tout ça, j'espère, que le gouvernement a assez de recul historique pour se dire c'est une immense chance qui s'offre à moi et il faut que je puisse retrousser les manches et devoir travailler et transformer cet essai. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, la session automnale est traditionnellement marquée par le débat autour du projet de loi de finances. Un PLF très attendu, surtout dans ce contexte d'inflation, auquel s'ajoutent les défis justement de la reconstruction
de l'Atlas, qui ont été estimées les pertes à quelque chose comme 10 milliards de dollars, après c'est des estimations. Comment les conséquences justement de cette catastrophe naturelle et de sa reconstruction peuvent impacter le projet de loi de finances 2024? Permettez-moi de vous dire qu'il y a une lecture. Elle peut être différente de la lecture du gouvernement. Une lecture politique, disons, relativement, avec une certaine distance. D'abord, il faut se dire les conséquences économiques du séisme ne sont pas aussi catastrophiques qu'on veut bien les présenter. Au début, on a dit, d'après un organisme américain, que ça sera 8 à 9% du PIB qui va partir. C'était de l'intox, parce que c'était une projection à partir du cas turc, où le séisme turc a frappé des villes, il a fait écrouler des immeubles et des usines. Nous, c'est la montagne, et ce n'est pas la même configuration géographique, et n'est pas le même patrimoine. Donc, n'empêche qu'il y a quelque chose comme 300 000, 400 000 sans-abri, qu'il faut soutenir, qu'il faut héberger. Tout à fait, mais qu'il faut mobiliser des moyens financiers pour reconstruire, et ces moyens financiers pour reconstruire vont rentrer dans la dynamique économique et vont donner de la croissance. D'ailleurs, puisqu'on ne fait que, entre guillemets, confiance aux organismes financiers internationaux, aux institutions financières internationales, ça a été très clair. Il n'y aura pas de recul de la croissance en 2024. C'est 3,6. On était, nous, à 3,4. Maintenant, avec la Coupe du Monde et d'autres bonnes nouvelles, on sera à 3,6. Oui. Donc, l'impact du séisme sera limité. Et il y a une autre caractéristique très importante, à mon sens, qui maintenant commence à apparaître, c'est qu'au Maroc, nous n'avons plus beaucoup de soucis de financement, bizarrement. On a découvert que nous avions quelques gisements encore inexploités, notamment dans l'assiette fiscale qui n'est pas totalement élargie, et notamment, je le dis, et j'endosse la responsabilité de ce que j'avance, notre capacité d'endettement externe, puisque notre dette globale, elle est constituée à 75% de dirhams et 25% de devises. Et dans les 25% de devises de la totalité de la dette, il y a une grande partie qui est sous forme de cautionnement du Trésor à des entreprises marocaines pour pouvoir obtenir des crédits, c'est-à-dire des investissements. C'est, en d'autres termes, un engagement par signature du Trésor. Donc, il y a encore une marge, que ce soit au niveau de l'endettement, que ce soit au niveau de l'assiette de l'impôt, puisque la pression fiscale n'est pas très élevée au Maroc. Peut-être qu'il faut la réviser. C'est ce qu'a demandé la Banque mondiale suite à un certain nombre de réflexions d'économistes marocains. Il y a quand même une petite marge de l'ordre de 100 milliards de dirhams qu'on peut gratter en révisant. Nous pouvons essayer de voir comment pouvoir la faire rentrer s'il y a volonté politique. Donc, est-ce que le problème est financier ? Apparemment, non. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui freine les réformes au Maroc? C'est ça le grand questionnement. C'est ce qui ferait, il s'est avéré maintenant, et on se dirige de plus en plus, sur un énorme retard au niveau des traitements et des ressources humaines, c'est-à-dire l'administration. L'administration n'a pas encore acquis ce savoir-faire et cette capacité à traiter rapidement. Pas de bonne gouvernance, en général. Oui, mais ce n'est pas la responsabilité unique du gouvernement. Il y a toute la machine administrative qui a été habituée à travailler lentement. Mais c'est sa responsabilité aussi de changer, justement, ce n'est pas la responsabilité de l'administration. La responsabilité dans ce cas de figure, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est ce que j'ai dit, c'est la responsabilité du gouvernement de changer le fonctionnement, de trouver des solutions. Il y a une solution qui maintenant commence à mûrir, c'est de délaisser le fonctionnement de l'administration avec l'approche silo. Chaque administration fait un petit peu son chemin ou fait son approche, et d'essayer d'élargir la problématique en ayant une approche non pas verticale
et ce gouvernement aime cette approche verticale malheureusement, oui. il faut essayer d'avantager une approche nouvelle qui a été testée dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire l'approche par leadership. Je m'explique rapidement. Oui. L'approche par leadership, c'est-à-dire dans chaque espace ou dans chaque mission, on place un porteur de projet ou un responsable de projet. Mm-hmm. On lui donne la feuille de route et on le laisse travailler. Cette méthode permet d'avoir une multitude de porteurs de projets, une multitude de leadership, un cas de bon leadership et d'un porteur de projet, c'est Regragui avec l'équipe nationale de football. Oui. Ça peut être la Est-ce qu'on peut dupliquer dans les autres Oui, c'est ce qui se fait maintenant. Et s'adapter? avec une idée, maintenant les sociologues anglo-saxons sont très forts. Ils sont même arrivés à dire qu'il y a une taille critique de porteurs, de chefs de projet et de leadership dans la société pour que cette société puisse connaître une évolution positive. Je pense que d'une approche verticale à silo, il faut avantager cette approche horizontale, oui, beaucoup plus pertinente et efficace. Ce leadership, en fait, c'est aussi le rôle des partis politiques, oui, et de l'opposition, parce oui, que c'était ça, ils sont producteurs d'idées, que ce soit ceux qui gouvernent, soit ceux dans l'opposition. Oui. Est-ce que maintenant, est-ce que exit les partis politiques, on va chercher des leaders ailleurs? Non, on peut toujours demander à ces partis. Parce que c'était ça, parce que c'était eux les leaders. Quand j'ai parlé de chances importantes que s'offrent au gouvernement, peut-être aussi aux élites politiques ou à l'ensemble de notre gouvernance, c'est aussi la capacité de peut-être comprendre la philosophie de l'approche royale, qui est nouvelle. Pour nous, pas pour celui qui l'a proposé. Oui. C'est-à-dire qu'une philosophie, disons, qui tend à changer le paradigme dans lequel nous vivions, c'est-à-dire traiter les problématiques une à une, saucissonner, essayer de trouver des solutions partielles. Cela a été vu, que ce soit au niveau du traitement du Covid, que ce soit dans la proposition faite pour mettre à niveau la montagne. On n'a pas, au premier jour, le gouvernement croyait oui, qu'il suffisait de reconstruire uniquement. Oui. Le roi a dit non, ce n'est pas reconstruire, nous voulons redynamiser un écosystème et créer un écosystème. C'est une approche beaucoup plus globale. Beaucoup plus globale. Il ne reste pas beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de choses à aborder. Ce n'est pas les projets, ce n'est pas les dossiers chauds qui manquent. Oui. Quels dossiers on peut retenir? Il y a la réforme du système judiciaire. Oui. Et là, dans une autre tribune, vous avez dit que c'est un projet qui risque de créer des divergences au sein de la majorité même. Pourquoi? Parce qu'au sein de la majorité, il y a ceux qui, entre guillemets, se prétendent modernistes et d'autres qui se prétendent un petit peu plus conservateurs. Oui. C'est déjà une situation pas très confortable. Le Premier ministre ou le chef de gouvernement appartient à un parti qui ne veut être ni moderniste ni conservateur, en d'autres termes, qui essaie de ne pas prendre position. Il aime bien les approches un petit peu électoralistes, de ne pas trop brusquer les gens dans leur confort. Non, comme l'administration doit se moderniser, les partis politiques doivent se moderniser dans leur approche et dans leur, disons, traitement des situations. La famille doit se moderniser, mais pas une modernisation copier-coller, j'insiste, une modernisation qui soit adaptée à notre évolution, à nos mentalités, à notre identité. Et chacun doit prendre acte qu'il y a nécessité de revoir un petit peu l'ensemble de ces calculs. Pour les projets, les textes de loi qui peuvent passer, le Code de la famille, le souverain a donné 6 mois, donc c'est peut-être dans la session prochaine ou session législative prochaine, sinon plus tard. Mais c'est 6 mois, hein, pas plus. Mais c'est 6 mois, hein, pas plus, non, c'est clair, c'est clair. Il y a un texte très important, celui qui encadre l'exercice de la grève. Le droit de grève. Le droit de grève, absolument. C'est ancien tout ça, hein.
Oui, mais il y a eu tellement de réunions, une douzaine de réunions. C'est ancien et ça n'a pas vu le jour. Justement, moi, ma question, est-ce qu'il a des chances de passer de cette session, sachant que le ministre Younès Kouri a dit que c'était quasiment ficelé et que c'était finalisé. Est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'un texte qui traite un thème similaire, le droit de grève, est un thème aussi urgent qu'on veut bien le présenter? C'est un texte qui est essentiellement poussé par la Confédération patronale pour dire j'ai quelque chose où j'ai pu obtenir quelque chose en contrepartie de l'augmentation du SMIC. Ce n'est pas tellement... Ce n'est pas... Alors, dernière chose, Adnan Debbar, quels sont pour vous les dossiers, brièvement, très importants pour cette session? Très important, c'est-à-dire de présenter une loi de finances qui soit équilibrée, ambitieuse et qui tienne compte de la transformation de l'approche qui a été proposée par Sa Majesté et des données nouvelles, savoir l'organisation de la Coupe du Monde, l'immense chantier de la reconstitution ou de la reconstruction ou de la mise à niveau de la montagne, mais il faut et ne plus accuser, il faut le dire, on est en retard sur l'approche protection sociale. Identifier le registre social unifié et donner le nombre de ménages qui en bénéficient. Parce qu'il y a eu un problème pendant la Covid. Il y a eu un problème de recensement. Maintenant, on m'a dit que c'était 1 200 000 ménages qui feront une population de l'ordre de 4 500 000 à 4 800 personnes et qui vont être les bénéficiaires. Ça aussi, c'est un chantier. Le Maroc ne peut pas aussi, et ça c'est très important à souligner, se contenter de dire bon, il faut l'économie sociale, il faut la compensation, il faut qu'on puisse aussi être des gens qui puissent regarder vers l'avenir et produire de la richesse. Et le produire de la richesse, bien sûr, nous avons cette opportunité de la Banque mondiale, revoir les ambitions touristiques, nous sommes maintenant un peu plus célèbres, revoir les ambitions touristiques, revoir de manière sérieuse la politique industrielle et nos ambitions industrielles. Maintenant, on se positionne comme un pays qui a quand même un potentiel à développer. Revoir, et c'est très important, ça a été initié, mais pas dans la philosophie souhaitable, le mode économique ou le modèle économique décarboné. Nous pouvons avoir cette approche. Peut-être aussi revoir et essayer de... À côté de ce modèle économique décarboné, maintenant se dessine un très grand chantier, prometteur, et Dieu merci, c'est peut-être une future aubaine pour notre pays, c'est la transformation de la roche phosphatée avec le modèle économique décarboné qui va donner une immense possibilité de commercialisation d'engrais décarbonés à travers le monde. À côté de l'hydrogène vert qui va prendre un peu plus de temps. C'est toute la problématique. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour un gouvernement qui a de l'ambition, qui a déjà à disposition la vision, peut-être aussi quelques petits rappels de bonne gouvernance. Oui, il faut être à la hauteur de la vision royale. Être à la hauteur, c'est pas du tout, disons, critique. Non. Mais c'est une manière d'inciter les gens à travailler parce que le Maroc, maintenant, est plus que jamais qu'auparavant, c'est manifesté comme un pays ayant sa spécificité, sa personnalité, sa capacité. Oui, il y a un véritable pays émergent. On se demandait encore. Les éléments de l'émergence sont là. Oui, il faut les saisir. Merci beaucoup, Adnan Debbar, pour cet éclairage. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Midi NTV.